Merci José. Donc je vais vous parler de la perception et de l'accueil par la classe ouvrière belge de la Révolution russe. La première question, c'est que, en fait, ça n'est pas une question qui va de soi. Il faut pouvoir mesurer, en fait, quel outil on va utiliser pour mesurer ça, parce qu'on peut très bien regarder les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier, et puis il y a la question de comment réellement la classe ouvrière a vécu ça, une espèce d'histoire par en bas, ce dont nous a fait l'honneur de nous en parler Rabinovitch hier. Moi, je vais m'occuper surtout des organisations politiques, et je laisserai à Francine le soin de s'intéresser aux organisations syndicales. Donc, la première chose, c'est de revenir sur le POB, que, en tout cas, les étrangers ne doivent pas connaître, vu que la Belgique est un tout petit pays. Donc, POB, Parti ouvrier de Belgique, qui a été créé en 1885, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le socle de fondation a manqué de clarté politique. En fait, sa référence au socialisme a été rejetée afin de ne brusquer personne. Émile Van de Velde est très vite devenu le patron du POB. C'est un avocat qui est issu d'une famille libérale, donc libérale dans le sens où on ne l'entend pas aujourd'hui, mais où l'entendent les Américains, c'est-à-dire progressiste. Et son pragmatisme politique, dont il se revendiquait, s'inscrivait parfaitement dans l'orientation politique du POB. Il est indéniable que le POB s'est situé à la droite de la social-démocratie, donc de la Deuxième Internationale, et que ces débats dans la social-démocratie, suite à la Révolution de février, ont touché le POB parce qu'il a particulièrement une position nationale chauvine au sujet de la guerre. Et donc, ça va se marquer à travers les différents congrès du POB au cours de la guerre, où, surtout que Van de Velde, en fait, était le dirigeant, en quelque sorte, de la Deuxième Internationale, et donc il va se démarquer à l'occasion de leur rentrée au gouvernement, comme d'autres organisations social-démocrates. Il va prendre l'initiative d'aller sur le front avec De Man, un autre dirigeant de la social-démocratie, et d'exhorter en fait les soldats russes à continuer la guerre. Donc ça, après la Révolution de février. En mettant en parallèle le fait que, cette défense de la Révolution de février, en fait, c'était similaire à la défense de la Belgique occupée, et il utilisait évidemment la sympathie, le capital sympathique que suscitait la Belgique, vu toutes les atrocités qu'avait provoqué l'armée allemande. Donc je vous dis, Van de Velde est devenu ministre. Alors, je vous cite cette harangue qu'ils avaient fait ensemble pour s'adresser aux soldats, où il dit « On peut être socialiste et défendre la patrie, car en démocratie, c'est défendre la démocratie ». Donc la neutralité de la Belgique, elle est à mettre en opposition aux annexions. Il faut défendre la France républicaine face à l'Allemagne. Et donc, comme j'ai dit, cette défense de la Révolution de février, elle était mise sous le même pied que la défense des bourgeoisies occidentales. Alors, dans les rangs du POB, il existait un journal qui s'appelle Le Peuple, qui était donc l'organe du POB, et qui a défendu tout au cours de la guerre la nécessité du conflit, la nécessité de la guerre. Et les voix dissonantes pendant la guerre étaient assez faibles, pour autant qu'il y en avait. On pouvait même lire dans le Peuple, alors ça c'est en 1920, où donc Van de Velde et les dirigeants du parti mettaient en avant la nécessité de l'unité socialiste, et ils disaient voilà, cette difficulté, en fait, ça vient du fait qu'on a surestimé la social-démocratie et son pouvoir, sa force.
Il mettait en avant aussi le fait qu'il y avait des opinions trop divergentes et qu'on ne pouvait évidemment pas imposer le socialisme par la violence. Et puis il remettait la balle dans le camp de Moscou en disant que Moscou était trop sectaire et que c'était ça qui rendait l'unité impossible. Il reprochait aussi à Moscou de vouloir, enfin aux bolcheviks, de vouloir exclure les socialistes de droite. Et donc, au cours de la guerre, enfin vers la fin de la guerre, timidement, un courant critique s'est constitué au sein du POB autour d'un militant de Bruxelles, un militant syndicaliste qui s'appelait Joseph Jacquemotte. Et dans un premier temps, sa perspective et celle du groupe qu'il y avait autour de lui qui s'appelait les Amis de l'exploité était surtout de redresser, son ambition c'est redresser le POB, de le ramener sur une ligne lutte de classe, en fait qui n'avait vraiment jamais existé. Voilà. Donc au tout début, donc l'armistice a été signé le 11 novembre, et le 17 novembre sort le premier numéro du journal L'Exploité, donc qui était la presse de ce groupe, les Amis de l'Exploité. Et donc c'est après que les bolcheviks aient appelé à la création des partis communistes, c'est après la Révolution allemande. Et donc c'est un peu poussé dans le dos en fait que ce courant critique finalement va faire un pas pour se démarquer afin de pouvoir s'exprimer. Alors l'exploité passait pour radical en Belgique au sein de la social-démocratie puisqu'il était critique. En réalité, sa ligne, dès le départ, va plutôt apparaître centriste au sens où le définissait Lénine à ce moment-là. C'est-à-dire ils soutiennent la révolution de février, mais finalement en argumentant qu'il y a une impossibilité pour la démocratie bourgeoise de suivre la ligne de Moscou, d'utiliser la violence, etc. En fait, l'exploité va vraiment désespérément s'accrocher à l'idée de ramener donc le POB dans sa supposée ligne virginale d'avant-guerre. Et donc, ils ne veulent pas sortir du parti. Je vais vous citer un extrait qu'écrit Jacquemotte à la Libération. Il écrit un appel à la population où il remercie les soldats de s'être battus pour la patrie, de l'avoir libérée, et il met en garde la classe ouvrière devant ce qu'il appelle des manifestations intempestives. Il dit « L'Empire allemand s'effondre sous les coups de l'armée de l'Entente et de la Révolution ». Donc il met tout le monde dans le même panier, ce qui est typique des centristes. Il dit « Le peuple belge est réintégré dans ses libertés et il revendique avant tout que l'Allemagne nouvelle paye les dégâts de l'Allemagne ancienne. » Voilà. Donc on est très loin par exemple des militants syndicaux anarcho-syndicalistes français. Il dit « À cette heure décisive, il importe que les travailleurs veillent eux-mêmes au maintien de l'ordre public. » Et il dit « La classe ouvrière est devenue enfin majeure. » Donc c'est au nom de cette conscience nationale que le POB, lui, va réclamer d'urgence des mesures contre les traîtres. Ils sont préoccupés que le calme règne. Donc voilà, ils sont toujours, le POB est toujours, il n'a pas quitté le gouvernement, il est toujours dans cette union sacrée. Après, donc à la Libération, la situation de la classe ouvrière belge est vraiment terrible. L'Allemagne est partie avec quasi la totalité de l'outil de production, donc le chômage est vraiment très très important. Et évidemment, des grèves commencent à éclater pour réclamer une augmentation des salaires. Et le ministre socialiste du Travail, qui s'appelle Joseph Wouters, va proposer, devant l'ampleur de ces grèves qui ne s'arrêtent pas, il va proposer ce qu'il va appeler les commissions paritaires, donc un arbitrage. Il veut que le patronat et les organisations de la classe ouvrière, donc en fait les syndicats, la commission syndicale, puissent trouver un terrain d'entente et trouver une solution. Et bon, il n'y a pas de loi, c'est pas une législation, mais il met en avant, donc le gouvernement s'engage à
à poursuivre les travailleurs qui ne respecteraient pas les décisions de ces commissions paritaires en leur supprimant l'aide alimentaire qui existe depuis le début de la guerre. Vis-à-vis du patronat, la mesure, si jamais il ne respecte pas ce processus de négociation, il n'y en a aucune. Par contre, il garantit aux travailleurs qu'au cas où le patronat ne s'engagerait pas dans la négociation, eh bien, on leur maintiendrait quand même cette aide alimentaire. Donc, le résultat en fait de ces commissions paritaires, c'est qu'elles vont donner un rôle quasi institutionnel aux organisations syndicales et que ça va accroître leur poids pour faire arrêter les grèves. On peut lire. Bon, justement, ça le problème, c'est qu'on ne voit pas trop les manifestations des travailleurs durant. De ci, de là, on trouve des phrases dans la presse. Et par exemple, dans le journal de Charleroi, on cite un ouvrier qui dit qu'il faut saboter les conventions sur tous les points et qui dit « L'ouvrier n'a plus confiance dans les patrons ni dans les conventions ». Alors, cette influence d'octobre, vu toutes ces grèves dont je suppose parlera Francine et qui ont un caractère de revendication salariale, ce qui n'est pas, c'est pas très différent d'autres endroits aussi. La classe ouvrière se mobilise d'abord pour ses conditions d'existence. Il n'y a pas partout une revendication politique dans le sens d'octobre. Par contre, octobre a une répercussion à travers la bourgeoisie, qui a évidemment, bien sûr, une influence en Belgique comme ailleurs. Donc, cette bourgeoisie, eh bien, donc elle a accepté que les sociodémocrates fassent partie du gouvernement au départ. Elle est intéressée par le maintien de la paix sociale, mais n'empêche qu'elle regarde au-delà des frontières de la Belgique. La Belgique, c'est un tout petit pays minuscule, et donc c'est clair que l'impact d'octobre, il va dépasser le cadre de la Belgique, même s'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la classe ouvrière. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que la bourgeoisie va prendre des mesures et la première d'entre elles sera d'accorder, j'aime pas ce mot, mais le suffrage universel en 1919, qui est une très vieille revendication du POB, donc la social-démocratie belge, qui a été l'objet de beaucoup de grèves générales dans l'avant-guerre. Je vous cite ce que dit, donc là on est en 1920, qu'est-ce que dit l'exploité? On va voir qu'il y a une évolution à travers les congrès et les débats que mène l'exploité, donc qui est le journal de cette fraction dans le POB. Ce qu'ils mettent en avant, c'est essentiellement la demande que la social-démocratie sorte du gouvernement. Et donc la question russe, voilà, ils ne vont pas la mettre en avant ni dans les congrès du parti, et en fait très très peu, même dans leur journal. Un des collaborateurs proches de Jacques Motte, c'est Massard, qui explique à ses amis communistes, parce qu'on est en 1920, il dit, voilà, il faut séparer les questions tactiques et les questions d'opportunité. Il dit qu'il est d'accord sur les Russes, mais que quand même, c'est peut-être pas tout à fait valable leur politique pour ce qui est de la Belgique. Bon, voilà. Et en même temps, même ça, en fait, c'est pas repris dans les débats, c'est pas ce qu'ils mettent en avant, les amis de l'exploité. Par contre, des choses se passent au sein de la JGS, donc la Jeune Garde socialiste, qui regroupe en fait la jeunesse ouvrière. Donc Jeune Garde socialiste, c'est pas comme aujourd'hui les étudiants, etc. C'est la jeunesse ouvrière qui, parce qu'elle est jeune, c'est le propre de la jeunesse, elle est plus radicale, et elle décide rapidement de rejoindre les jeunesses communistes et de fonder son propre journal qu'elle va appeler l'Ouvrier communiste. Le dirigeant de ce petit groupe s'appelle War van Overstraat et il a une plume très aiguisée, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de la politique de la social-démocratie, mais aussi du journal L'Exploité. Et donc il y a une polémique qui se fait entre les deux journaux. On pourrait dire, parce que c'est un tout petit groupe en fait, l'Ouvrier communiste, c'est un tout petit groupe
surtout face à l'exploité, mais n'empêche que l'exploité se sent quand même obligé de répondre aux propos et aux critiques que tient l'ouvrier communiste. Et dans ce journal, contrairement au journal de l'exploité, vraiment, il passe en revue, il commente toutes les révolutions qui sont en train de se passer en Europe, les politiques des différents partis sociaux-démocrates, il passe en revue la politique intérieure des bolcheviks, etc. Donc c'est vraiment, il y a un foisonnement théorique et de discussion dans ce journal. Donc j'ai dit qu'ils ne sont pas traités par l'exploité. Donc là, on est en 1920 et voilà, il y a déjà beaucoup d'affiliations qui se sont faites à la Troisième Internationale. Donc, alors que, toujours au même moment, donc fin 1920, c'est seulement à ce moment-là que l'exploité va poser le problème de l'adhésion au sein de la Deuxième Internationale du POB. Et non seulement au moment où il pose cette question, en fait, le POB va la rejeter, il va pas la mettre à l'ordre du jour, et qui plus est, ils vont voter la continuation de la participation au gouvernement. Donc l'exploité est dans une situation assez compliquée, puisqu'il continue à s'accrocher au POB. Et en 21, les grèves reprennent, toujours pour les salaires, et elles vont s'opposer à la commission syndicale qui, elle, utilise l'outil de ces commissions paritaires. Et notamment, il y a un conflit important dont je pense que Francine va parler, dans une mine du bassin liégeois, qui va se solidariser avec la grève des mineurs en Angleterre. Donc ces grèves vont pousser la bourgeoisie, d'abord la bourgeoisie belge, à prendre de nouvelles mesures, à lâcher du lest, en particulier la journée des 8 heures, qui est une autre grande revendication, et pas seulement de la social-démocratie belge, mais mondiale. Elle va être accordée. Et un article 310, bref, c'est un article qui entrave le droit d'association. Je vais aller un peu plus vite. Donc voilà, la progression se fait, et donc à un moment donné, eh bien, l'ouvrier communiste va prendre les devants et va décider de créer un parti communiste. Ils vont adhérer à la Troisième Internationale, et alors que même Van Overstraat avait participé au deuxième congrès. Donc encore une fois, c'est une toute petite organisation, et alors qu'on est à la veille du troisième congrès, les bolcheviks vont mettre en avant, l'unité, le front unique, la nécessité d'aller aux masses. La montée révolutionnaire en Europe, finalement, n'a pas amené les espérances qu'ils avaient. La social-démocratie, finalement, résiste bien au choc, on va dire. Et donc ça, par contre, ça va finalement pousser le groupe de Jacques Motte autour de l'exploité à lui aussi sortir du POB. Alors l'histoire est un peu compliquée, parce que après coup ils vont dire voilà, on a été exclus. C'est pas tout à fait ça. Et en fait, à ce moment-là, et même après coup, le discours que va avoir la tendance Jacques Motte, on va dire, dans le PC, ce sera de dire nous sommes restés dans la social-démocratie parce que c'est un moyen de rester auprès des travailleurs. Nous avions l'intention d'arracher une fraction importante de la classe ouvrière aux réformistes. Sauf que le problème, c'est comme leur critique politique avait été très faible, eh bien, au moment où ils vont sortir, d'abord, c'est après la plupart de la création des PC, c'est au moment du reflux, et donc ils vont sortir très minoritaires. Alors, en même temps, l'apport essentiel des militants... Bon, d'abord, excusez-moi, le lycée, en fait, va se retrouver devant deux partis communistes belges. Hein, c'est un tout petit pays, mais il y a deux partis. Évidemment, c'est inadmissible, donc elle va imposer aux deux partis de fusionner, ce qu'ils vont faire. Donc avec un gros morceau qui est celui autour de Jacques Motte, qui est resté le plus longtemps dans la social-démocratie, et puis ce petit bout de parti communiste qu'on va d'ailleurs appeler gauchiste, parce que de fait ils sont plutôt proches de la section du PC hollandais et du PC italien, mais qui ont développé une politique et une critique qui est plus proche de celle des bolcheviks. Voilà, donc si je veux conclure rapidement, ce qu'on voit, c'est que
Il y a eu, comme partout, des débats dans la social-démocratie, une social-démocratie qui était relativement à droite, conformiste, qu'il a prouvé par ses dirigeants qui sont allés haranguer dans les tranchées. Et que le Parti communiste qui en est sorti, vu la chronologie et le tempo, a été d'emblée un parti très très faible numériquement et qui va peu peser sur la vie politique de la classe ouvrière belge. Voilà, comme ça. Merci pour ton exposé, pour ton respect.